À l'occasion de ce 160e Intensément Sarthe, on découvre le département. Pour l'instant, on a vu des satellites, en quelque sorte, des services. Maintenant, on va voir ceux qui les dirigent, en l'occurrence le président Jean-Marie Jeuveau. Bonjour. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau nous parler de ce département. Et l'un de vos, j'allais dire adjoints, on dit vice-président, en l'occurrence. Vice-président, voilà. Non, c'est ça. Fabien Lord, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller général du canton de Brulon et vous êtes chargé d'un élément essentiel, évidemment, dans la vie d'une collectivité, c'est le budget. Tout à fait. Et c'est pas le plus simple. Pas toujours. Bon, on en parle dans un instant, puis on essaye d'en parler d'une manière simple, facile, qu'on comprenne effectivement comment ça fonctionne. Alors, on a vu, Jean-Marie Jeuveau, au début de cette émission, les aspects économiques, touristiques, culturels. On a vu la communication avec le web, là, qui prend une importance absolument incroyable. Il faut se mettre en permanence, j'allais dire, au goût du jour. Le département de la Sarthe, par rapport aux autres, parce que j'imagine que vous comparez en permanence par rapport aux autres, oui, quelquefois, se positionne comme un département d'avenir. Je suis gentil pour démarrer. Oui, écoutez, vous avez raison d'évoquer ça. Je crois qu'on peut dire les choses de cette manière-là. C'est un département qui est toujours on essaie d'être en avance sur les autres et de faire le maximum pour être dans la tonalité. On l'avait fait notamment pour tout ce qui est le haut débit. On était un des premiers départements à investir massivement dans ce domaine-là. Maintenant, on réfléchit sur le très haut débit. On va progressivement prendre le pouls de tout ça et prendre les mesures. Et puis le web, tout ce qui est nouvelles technologies, à la fois bien sûr au sein des services, mais également aussi pour communiquer vers l'extérieur. Voilà, et vous ou vos satellites quand même. Alors moi, ce qui m'intéresse peut-être à l'occasion de cette présentation, c'est de parler justement un peu de l'avenir, de ce que d'ailleurs vous avez annoncé dans le projet 2011-2014 de la Sarthe, où on découvre plein de choses intéressantes. Bon, on va partir un peu dans tous les sens, on n'a pas vraiment le choix, parce qu'il y a beaucoup de choses malgré tout. Commençons d'abord par les maisons que vous créez. Alors, maison de l'emploi, maison départementale des sports, maison du département, on ne s'y retrouve pas toujours obligatoirement entre toutes ces maisons. En deux mots, chacune, ça correspond à quoi? Alors, c'est un ensemble, mais ils sont chacun dans leur domaine. Alors, maison pour l'emploi, c'est directement lié à l'emploi, mais aussi à la formation, à l'insertion. Et il s'agit là de coordonner, de regrouper et de s'adapter aussi en fonction des besoins dans chaque territoire où elles sont implantées, puisqu'il y en a 3 sur le département de la Sarthe. La maison départementale des sports, là c'est pour regrouper les comités départementaux sur un même site, avec maintenant donc l'arrivée du service des sports du Conseil général, dont vraiment une interactivité entre nos services et les responsables sportifs de ces comités. Inauguré récemment par David Douillet. Voilà, c'était samedi dernier, donc un grand moment, je crois, de convivialité et puis de disponibilité de la part de Monsieur Douillet, donc ministre, donc tout à fait, c'était vraiment très intéressant. Et également les maisons du département. Alors ça, c'est une expérimentation qu'on va lancer donc à partir du printemps. La première. Mais qui n'est pas spécifique à la Sarthe. Hein. D'autres l'ont fait ailleurs. Absolument, on n'est pas pionnier en la matière. Là aussi, c'est encore pour être plus près encore de nos concitoyens, pour essayer de répondre à leurs attentes, éviter systématiquement des déplacements, des démarches auprès de nos services et avoir donc des informations en amont pour être tout à fait en phase par rapport à leurs besoins. Dans tous les domaines qui concernent évidemment le département. Hein. Qui concernent le département et les services bien sûr du Conseil général. Donc la première à Mamers, donc au printemps avant les vacances donc cette année. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé depuis le début de cette émission, une des compétences, comme on dit, du Conseil général, c'est la vie scolaire, on va dire, enfin les collèges, quoi. Hein. Et alors, dans les collèges, comment faire, puisque vous ne vous occupez pas d'éducation à proprement parler, on est bien d'accord. Non, c'est pas notre domaine. Voilà. Alors comment faire pour innover, proposer des choses nouvelles? Je crois savoir que, ma foi, il y a des choses qui sont assez différentes d'ailleurs. Le tarif unique des repas, c'était quelque chose qui... Alors ça, c'était une volonté affichée depuis quelques temps, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une différence entre chaque établissement scolaire. Et c'est pas logique
que d'un collège à l'autre, les parents, les familles qui mettent leurs enfants donc en demi-pension, eh bien, paient des sommes différentes. Notre objectif, c'était d'unifier donc sur l'ensemble du territoire, de s'engager aussi pour un prix minimum dans l'assiette avec des produits de qualité, qui soient labellisés bio, mais aussi des produits qui sont reconnus. Et en Sarthe, je crois qu'on a largement de quoi faire. Oui, d'autant plus que vous faites travailler les 19 bonnes tables avec vous pour préparer les menus, c'est quand même pas mal. Mais oui, mais ça c'est aussi une démarche qualitative dans la formation des jeunes, de savoir apprécier aussi les repas qui leur sont servis avec des produits qui sont de qualité, et même les amener aussi, parce que quelquefois on veut bien, on a tous eu des enfants ou des petits-enfants, et bien quelquefois c'est difficile de leur faire manger des épinards, des betteraves ou autres produits de cette nature-là. Donc avec cette collaboration avec les bonnes tables, ça permet de les présenter sous des formes différentes et de découvrir des goûts qu'ils n'avaient pas l'habitude de le faire chez eux. Et tout ça pour un tarif unique. C'est votre dada, le tarif unique, parce que vous avez lancé ça dans les TIS, c'est-à-dire les transports interurbains sartois, je crois. Alors oui, dans une démarche un peu différente, parce que là, on voulait ouvrir plus largement, bien sûr, les transports départementaux à l'ensemble de la population. Une démarche également sociale, parce que mettre les tarifs à 2 euros, ça découlait d'une démarche volontariste et sociale. 2 euros, c'est ça. 2 euros, oui. Mais quelle que soit la distance. Quelle que soit la distance, parce qu'avant, il y avait disons, des strates. Enfin, plus on s'éloignait, plus on payait cher, ce qui était quand même assez curieux. Bref, on a voulu simplifier les choses, et je crois bien nous en a pris, puisqu'aujourd'hui, c'est un vrai succès, et on continue d'évoluer, d'avancer, en tous les cas, dans les transports, puisqu'il y a les lignes directes. Alors justement, ça va dans le sens du développement durable, favoriser le transport collectif. Vous parlez de lignes express, là. J'ai lu effectivement que vous alliez mettre en place une expérimentation. Je pense que c'est en septembre, c'est à la rentrée, hein, c'est ça ? À la rentrée, oui. Entre Mamers, Bonnétable et Le Mans, et puis entre la Chartre et Le Mans, l'idée c'est de gagner beaucoup de temps pour que les transports interurbains soient concurrentiels de la voiture ou du train, quoi. Alors, je voulais terminer mon propos tout à l'heure, ça répond aussi de notre volonté d'équilibre entre les territoires. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Et puis deuxièmement, ça répond effectivement à la question que vous posiez. Là, il faut qu'on essaie de concurrencer au maximum donc l'automobile. Donc si on a 30 ou 40 minutes de plus, ça ne marche pas. Si on a 5 à 10 minutes de plus, c'est tout à fait jouable et c'est l'objectif. Et en plus, essayer également de gagner des parts de marché, notamment parmi les personnes qui travaillent. Mais pour ça, il faut faire une bonne interconnexion entre les transports en question, le train, le tram. C'est tout à fait notre démarche, notre but également, puisqu'il y a certaines lignes qui font du rabattement sur les gares de proximité, mais également aussi nos voyageurs, enfin nos clients qui arriveront donc par les TIS, les lignes directes, arriveront donc sur la gare donc, du Mans, donc qui est multimodale, donc automatiquement, donc ils auront soit le tramway, soit les bus, soit autre chose à leur disposition pour se rendre sur le lieu de travail. Et du coup, qui est d'un grand confort, cette gare. Enfin, Absolument. Mais je crois qu'on n'a pas à rougir. Il y a eu un excellent travail de fait, à la fois, bien sûr, par la SNCF, mais aussi l'apport des collectivités territoriales, ce soit le Mans Métropole, le Conseil général, et également la région, ont fait leur boulot dans la matière. Donc, vous avez pensé au transport collectif. Il n'empêche que les autobus, vous ne les oubliez pas complètement, puisque j'ai lu que, ça y est, les déviations Saint-Calais-Évas étaient annoncées. Donc, si je comprends bien, ça va démarrer dans ces années-là, avant 2014. Alors logiquement, oui, on devrait démarrer vers la fin de l'année, début d'année prochaine. Donc les choses maintenant sont bien enclenchées. Bon, c'est de Saint-Calais, on en parle depuis quelques décennies. Une Arlésienne, quoi, hein, clairement. Ouais, presque. Mais bon, ça y est, cette fois-ci, c'est calé, si je puis dire. Et puis, VAS également aussi, pour rejoindre la PAID, donc la plateforme d'aide de travail aussi, qui est implantée donc, dans le secteur, donc notamment tournée, orientée vers des secteurs un peu innovants comme le bois et puis quelques entreprises aussi de développement durable. Je reste 30 secondes sur les aménagements routiers. Il y a un échangeur qu'on attend depuis longtemps sur l'autoroute, en tout cas dans la partie est du département. C'est l'échangeur de Conéré. Il n'en est pas question là dans le programme. Oui, c'est un tout petit oubli et je regrette, mais en tous les cas, il n'est pas oublié du tout dans nos cartons. Donc une sortie d'autoroute à Conéré, c'est bon. Conéré-Bélier, c'est prévu, c'est acté également. Et j'ai rencontré le président Auxiette il n'y a pas très longtemps qui m'a confirmé sa volonté de participer. Pas forcément à la hauteur qu'on souhaitait, mais en tous les cas, il y aura une participation de la région. Alors, monsieur le vice-président chargé des finances, ça doit vous inquiéter d'entendre des choses comme ça, parce que ça fait des sacrés investissements. Alors, je ne sais pas si ça m'inquiète, mais vous avez compris qu'il fallait effectivement de l'argent.
pour financer ces projets. Et donc, c'est tout l'objet de la commission que j'ai l'honneur de présider. Alors, le budget du Conseil général, c'est quoi? Je crois que c'est la première fois que ça dépasse les 600 millions. Donc, c'est 601,4 millions d'euros, tout confondu, fonctionnement et investissement, puisqu'on distingue les deux. Alors, quand on dit budget, petite précision intéressante, ça n'est qu'une, une prospective, parce que c'est pas obligatoirement le chiffre. C'est une prévision, effectivement. Finale, quoi, hein. En fait, nous imaginons avec le plus de précision possible que vont être nos dépenses et nos recettes pour l'année 2012. Et ce n'est qu'au mois de juin 2013 que l'on pourra constater ce que l'on a réellement dépensé et ce que l'on a réellement eu comme recette. Et si vous êtes un bon élève, vous êtes évidemment dans des fourchettes très très limitées, on va dire. Plus le ratio, le rapport entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé est bon, plus notre budget était sincère. C'est le cas de la Sarthe, puisque en fonctionnement, nous sommes à près de 90% de réalisation, et pour l'investissement, nous sommes autour de 80%. D'autres collectivités ont des ratios moins élevés, de l'ordre de 60%, et c'est vrai que c'est vraiment par ce ratio-là qu'on peut juger de la sincérité du budget initial. Alors, donc ces 601 millions se répartissent de quelle manière? Il y a une partie d'investissement, une partie de fonctionnement, je crois. 479,3 millions d'euros pour le fonctionnement et 122,1 millions d'euros pour l'investissement. Voilà qui est précis. Et alors, à l'intérieur du fonctionnement, c'est-à-dire les charges de tous les jours, on a l'habitude, enfin on entend que très largement, majoritairement, j'allais dire, c'est l'aspect social qui génère les plus grosses dépenses. C'est exact. Alors si vous voulez, c'est un effort de solidarité envers les Sarthois les plus démunis. Donc le budget consacré au social est de 45%, mais si on y inclut les bénéficiaires du RSA que nous avons mis dans la partie économique de notre budget, parce qu'on considère que notre priorité c'est de les remettre sur le chemin de l'emploi, c'est plus de 60% à ce moment-là qui est donc dévolu aux Sarthois les plus défavorisés. Justement, si on prend l'emploi, c'est à peu près 17-18%. Alors ça, c'est les frais de fonctionnement, si vous voulez, du Conseil général, le personnel et tout ce qui lui permet au personnel de remplir ses tâches. Ah donc ça c'est 23% ça par contre, d'après mes chiffres. Alors, je sais pas, bon. Tout dépend en fait si vous cumulez investissement et fonctionnement. Moi là, je vais vous parler du fonctionnement pour le moment. D'accord, c'est un petit peu compliqué. Alors on parle toujours des dépenses, on parle jamais des recettes. Moi j'étais assez surpris en préparant ces rencontres que, en fait, vous vivez d'abord de fonds d'État, ce qu'on appelle les dotations, c'est ça? Alors en grande partie, ce qui est important, c'est d'abord qu'il faut que nos recettes de fonctionnement soient supérieures à nos dépenses, parce que la différence entre les recettes et les dépenses vont nous permettre d'autofinancer une partie de nos investissements. Donc ces recettes de fonctionnement s'élèvent à 525,3 millions d'euros, et effectivement la part de dotation de l'État ou de sommes redistribuées par l'État est prépondérante, approche les 50%. Ce qui veut dire que les impôts locaux représentent relativement peu dans votre budget? Alors c'est vrai que les impôts locaux, puisque vous savez qu'avec la réforme des collectivités territoriales, du moins la réforme de la fiscalité des collectivités territoriales, le département ne peut jouer que sur le foncier bâti. Et la somme qui nous revient du foncier bâti ne représente plus que 17% de nos recettes. Bon. Deux mots sur l'avenir. Vous voulez, je crois, faire des économies, notamment en rationalisant vos implantations, les bureaux, etc. Ah oui, tout à fait. C'est une volonté, même une nécessité pour se prémunir éventuellement des recettes qui pourraient éventuellement soit être, disons, gelées ou en diminution. Et je pense en particulier celle de l'État. On entend des discours de plus en plus pressants, faire que les collectivités participent au désendettement de l'État. Également aussi une recette, n'a pas parlé Fabien, mais c'est les droits de mutation qui sont toujours une variable d'ajustement. C'est ce qu'on paye chez le notaire quand on achète ou qu'on vend un bien. C'est ça. Absolument. Quand on hérite. Quand on hérite. Donc, par rapport à tout cela, il faut qu'on essaie de faire des économies internes, donc mutualiser au maximum nos moyens, et en particulier au niveau des sites d'implantation, on rationalise les choses. Voilà. Vous allez regrouper? Alors on va regrouper, il y a des gros projets qui sont en cours, notamment c'est de récupérer les espaces qui seront libérés dans quelques temps par les services de l'État pour aller sur l'ancienne école d'armerie. Donc ça veut dire la cité administrative. Cité administrative, et puis aussi des emplacements à l'intérieur de la préfecture actuelle. On a aussi
un projet que nous sommes en train d'étudier, c'est récupérer le site laissé vacant maintenant par l'ancien foyer de l'enfance Bouvard de Morieux. Et puis alors un énorme truc qui est place de la République, la visitation, la prison, l'ancien palais de justice. Alors là c'est plutôt un objectif de vendre le site parce que pour récupérer si possible quelques sous pour nous permettre de faire des travaux de réhabilitation des lieux ou de reconstruction sur les sites que j'ai invoqués à l'instant. Vous avez des contacts ? Bah écoutez, on est en contact, il y a des choses qui se précisent, d'autres qui après se défont. Enfin, c'est un peu compliqué, la période n'est pas forcément la plus faste actuellement, mais on garde espoir et pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir vendre rapidement, en tous les cas, cet espace. Un dernier mot au Grand Argentier. On a beaucoup entendu parler des collectivités avec les prêts, je sais pas, par exemple d'Exia, au hasard, et donc des prêts toxiques. Est-ce que le département de la Sarthe a été dans la tourmente ? Eh bien, Dieu merci, non. Nous avons plus de 98% de nos prêts qui ont la note maximum en termes de sécurité, ce qui met donc à l'abri les Sartois de toute inflation des dépenses de remboursement, puisque ces prêts-là sont extrêmement sécurisés et les 2% sont tout de suite derrière. Donc non, nous n'avons pas du tout joué avec cela et on s'en félicite aujourd'hui. Bon, puis vous parlez d'abri. Les personnes âgées font aussi partie, j'allais dire, des gens dont vous avez la charge en quelque sorte. Alors bon, en fait, évidemment beaucoup de choses, mais j'ai lu que vous aviez imaginé de nouveaux habitats, pardon. Oui, de quoi s'agit-il ? Parce qu'on connaît les maisons de retraite, on connaît les foyers logements. Alors ce sera un petit peu le processus de remplacement par rapport aux foyers logements qui aujourd'hui ne sont plus forcément adaptés. Certains ont même été transformés tout simplement en maisons de retraite pure et simple avec l'accord du Conseil général. Mais aujourd'hui, le besoin se fait sentir pour implanter des habitats qui soient aussi peu coûteux, peu dépensiers en énergie également, bien positionnés soit dans des petits lotissements, soit dans les cœurs de villages, à proximité des commerces et des services. Voilà un petit peu notre façon de voir les choses. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir que la très forte demande pour les gens qui vieillissent, c'est de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Donc il faut que tout ça soit adapté et bien préparé, en tous les cas, cette implantation pour ces personnes les plus âgées. Dernière question, un problème prégnant pour une bonne partie de la population, surtout en milieu rural, encore que c'est l'ensemble du département qui est en déficit, c'est bien évidemment la question de la désertification médicale. Alors je crois que vous aviez, alors il paraît que c'est un petit peu plus maintenant, une quinzaine d'étudiants en médecine qui sont prêts à venir s'installer en Sarthe prochainement ? Alors exactement, on est à 17 actuellement, il y a 17 conventions qui ont été signées. Les premiers devraient arriver d'ici 2 ans et puis s'étaler dans le temps. C'est vraiment un vrai souci, notamment pour la Sarthe, qui est la plus mal lotie, si je puis dire, si on prend uniquement notre région, des 5 départements de la région des Pays de la Loire. Il y a un gros effort. Alors le Conseil général, bien sûr, a décidé de s'impliquer déjà depuis presque 4 ans maintenant. Il faut aussi que les professionnels de santé puissent s'entendre pour se regrouper. Ce qui n'est pas la plus facile des tâches. C'est pas toujours facile, avec quelle que soit la spécialisation, sur un site en commun. Mais ça s'appelle les maisons pluridisciplinaires. Maisons pluridisciplinaires. Au nombre de 15 aussi. Oui, enfin c'est un chiffre qu'on a avancé. Pour l'instant, on en a 5 ou 6 qui sont pratiquement implantés. Mais c'est vraiment un véritable enjeu de société pour demain. Ça, je le dis et j'insiste beaucoup là-dessus. Chantier d'avenir, donc évidemment, vous aurez compris qu'on n'aura pas pu tout dire en une vingtaine de minutes sur le département. En tout cas, merci d'avoir répondu clairement à l'ensemble de mes questions. Jean-Marie Jeuveau et Fabien Lorne, Intensément Sarthe, c'est terminé pour aujourd'hui. Un nouveau numéro, le 161e, la semaine prochaine.